Yo, c'est les Rudy, j'espère que vous allez bien. La saison 2 de l'anime Blue Lock arrive très prochainement. Avant la saison 2, je me suis dit qu'on devait retracer les meilleurs moments de la saison 1 qui reste sur une excellente moyenne malgré les quelques petites imperfections comme par exemple la CGI sur certains plans des épisodes. Mais en prenant le tout, l'anime est plutôt une réussite avec une très bonne animation, un bon rythme, un joli décor représentant bien le Blue Lock et de bons flashbacks. Comprenez bien que cette vidéo est bien évidemment subjective. Je vais classer de 10e au premier les scènes où j'ai le plus apprécié au point de me donner des frissons. C'est pourquoi je vous invite à me faire part de vos propres classements sous les commentaires de cette vidéo. Une autre vidéo en parallèle à celle-ci sera en préparation et concernera mes attentes pour la saison 2 avec une partie sans spoil et une partie spoil. Pour me soutenir dans mon travail, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir, d'autant plus que c'est toujours bon pour le référencement de mes vidéos. Trêve de bavardage et c'est parti pour mon top 10 des meilleures scènes de la saison 1 de l'anime Blue Lock. Hehe. 君がそんなにバカでよかった。甘いよ。ここはブルーロックだよ。絆もチームワークもいらない。必要なのは勝利のためのエゴ。そう。裏切ってでも勝つ。それが俺のエゴだ。La traîtrise de Kwon. C'est le plot twist de cette saison 1. Personne s'y attendait, que ça soit les animés only ou même les lecteurs ayant lu pour la première fois le manga. Pourtant, le générique nous a donné un maigre indice concernant la face cachée de Kwon. Vous ne l'avez pas vu ? L'équipe Z est composée des 11 joueurs les plus mauvais du 5e compartiment du Blue Lock, soit le dernier. Malgré une victoire inespérée face à l'équipe Y après une large défaite, nos protagonistes ont de très maigres chances de se qualifier pour la suite de la compétition car l'erreur ne leur est plus permise. En revanche, ce ne sont pas les deux prochains matchs face aux deux meilleures équipes du compartiment qui va les arranger. Les espoirs de qualification se voient quasi nuls. C'est dans cette optique que Kwon ira négocier avec l'équipe W et plus précisément les frères Wanima afin qu'ils puissent laisser Kwon inscrire un triplé en échange de garantir la victoire au W. Ce retournement de situation de la part de Kwon nous fait rappeler qu'on n'est pas dans un esprit shonen où l'on se fait des amis, mais bel et bien dans le centre Blue Lock, un lieu où l'on réunit des attaquants égoïstes. Chacun doit jouer pour sa tête car à la fin il ne restera qu'un seul attaquant ayant écrasé tous ses concurrents. C'est à ce moment-là qu'on peut se dire « Mon joueur préféré pourrait très bien trahir ou se faire trahir ». Mais la reprise de Nagi est un cran au-dessus. Comment ne pas être époustouflé par la prouesse de Nagi pendant son flow durant le match entre l'équipe Z et l'équipe V ? Alors qu'après avoir mené 3-0, l'équipe V se retrouve en difficulté jusqu'à concéder plusieurs goals, l'égalisation de Chigiri a provoqué en Nagi un tout nouveau sentiment qu'est le refus de perdre, mais également de prendre du plaisir. Lui qui avait jusque-là freiné tout son potentiel trouvant le foot beaucoup trop facile, se donna corps et âme pour chercher la victoire. Déjà qualifié de génie avant son évolution, il transcende son jeu contre tous ses adversaires qui avaient auparavant bien du mal à le gérer. Nagi passe d'une attitude détendue à une détermination intense. Ce réveil marque un changement de rythme et d'intensité dans le match. Il reçoit le ballon avec une maîtrise parfaite. Sa capacité à contrôler le ballon instantanément même sous pression démontre son talent naturel et son haut niveau de compétences techniques. Il finit par exécuter un tir puissant et précis, marquant un but spectaculaire. La rapidité de son exécution et la précision de son tir sont le reflet de son potentiel immense. Cette action montre la libération du potentiel latent de Nagi. Son réveil symbolise l'émergence de son véritable talent souvent dissimulé par sa nature détendue et nonchalante.
Si vous pensez que l'évolution de Nagi se réduit à cet état, vous vous trompez lourdement. Même dans les scans, il nous a fait preuve de son talent inégalable. Jinpachi Ego nous dira même que ses contrôles ne sont pas reproductibles à son niveau de jeu. En parlant de ce dernier, son discours a su chavirer les 300 attaquants japonais, mais également celui des fans. いいか日本サッカーの組織力は一流だ他人を思いやる国民性の賜物と言えるでもそれ以外は間違いなく二流だお前らに聞くサッカーとは何だ11人で力を合わせて戦う絆を大事に献身的に仲間のためにだからこの国のサッカーはいつまでたっても弱小なんだ教えてやるサッカーってのはな相手より多く点を取るスポーツだ点を取ったやつが一番偉いんだよ仲良し絆ごっこしたいならラックオフ Ego, grand fou, est l'homme qui a su rendre le chapitre 1 passionnant. Seul son discours suffit à donner envie d'aller voir l'anime. Il est à la base de tout ce qui se passe dans l'anime, mais également dans le manga. Le Japon n'a besoin que d'une chose pour devenir la puissance la plus forte du football. C'est la création de l'attaquant révolutionnaire. Parmi les 300 joueurs réunis ici aujourd'hui, je vais forger le meilleur attaquant du monde grâce à un certain projet, le projet Blue Lock. Celui qui se dressera au-dessus des autres candidats en survivant à cette sélection deviendra le meilleur buteur du monde. Noël Noah, Eric Cantona, Pelé ont tous une sale mentalité. Tous des attaquants révolutionnaires. Leur égoïsme extraordinaire est la seule chose qui manque au football japonais. Vous ne deviendrez pas les plus grands attaquants du monde à moins d'avoir l'ego à la hauteur. Mon but ici est de créer un tel joueur au Japon. Comment rester de marbre face à un tel discours? Izagi, suivi de tous les autres attaquants, se rurant dans le complexe sportif afin de réaliser leur rêve de devenir le meilleur joueur du monde. Carrément, en écoutant le discours de Ego, j'ai voulu moi-même mettre les crampons et partir à l'aventure aux côtés des autres. Le speech de Ego est simple, spontané et galvanisant. On comprend directement les enjeux de l'anime. On sait déjà qu'on ne va pas s'ennuyer en le regardant. D'autant plus que la folle personnalité de Jinpachi Ego nous intrigue énormément. Comment est-il devenu fou? Car nous pouvons voir qu'il possède un sale caractère, celle d'un véritable égoïste. Barreau a aussi son mot à dire. Il est la personne la plus détestable et la plus égocentrique de tous les personnages vus dans la saison 1. Et j'ai envie de vous dire tant mieux! C'est incroyable de voir pour une fois un personnage tellement égoïste qui s'en fout des autres et ne pense qu'à lui. Il le montre de manière explicite. Tous ceux qui ne l'aident pas à marquer son but ou à devenir le meilleur attaquant, il le rejette fermement. Au départ, Barreau percevait tous les autres sur le terrain comme des rôles de soutien, se déplaçant pour ses propres objectifs, lui-même étant l'acteur principal sur scène. En revanche, après avoir été brisé mentalement par Izagi lors du 3v3 contre Chigiri, Reo et Kunigami, il renaît de ses cendres. Lui qui avait toujours brillé depuis son enfance se fera éclipser par deux lumières plus intenses que le sien. C'est alors qu'après avoir vu un scénario de son futur sombre et misérable, il évolue son football en se cachant dans l'ombre des joueurs et en profitant du désordre sur le terrain pour inscrire son propre but. Ainsi naquit l'antagoniste, une approche plus méchante de sa propre philosophie. Il est prêt à endosser le rôle du méchant si cela lui permet de redevenir l'acteur principal. Mais tout cela ne serait pas arrivé si Izagi ne l'avait pas poussé dans ses derniers retranchements. Ah là 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 là, incroyable moment où Izagi manipula un Barreau refusant de jouer collectif. Comme ça m'a fait du bien de voir un Barreau sous l'influence de Izagi et complètement dominé au niveau du mental. C'est un beau contraste avec les personnalités de chacun. Izagi fut prêt à faire un compromis avec Barreau tandis que Barreau s'acharna à se la jouer individualiste. Mais les rôles se sont inversés. Izagi s'illustra au fur et à mesure du match alors que Barreau finit par perdre le contrôle du match. C'est alors qu'après avoir utilisé Barreau pour marquer son but, Izagi le força à lui faire une passe qui se transforma en passe décisive. À ce moment-là, on a compris qu'Izagi demeurait en fait un terrifiant manipulateur. Il ne s'agit pas de la seule scène où Izagi reste incroyable. Nous en avons une autre où nous avons compris qu'Izagi sur le terrain et Izagi en dehors du terrain n'ont strictement rien à voir. Pour les plus ingénieux d'entre vous, vous l'avez compris, tandis que pour les autres, nous remonterons à la dernière scène de l'épisode 1. フットボールの世界において一流のゴールキーパーやディフェンダーミッドフィルダーは育てることができるがストライカーだけはその類ではない一流のストライカーという生き物はその時最もフットボールの熱い場所に一番強いやつバン
突如として出現する。 Après avoir sympathisé avec Kira, la personne l'ayant éliminé au tournoi départemental, Izagi l'élimine sans scrupule alors qu'il avait la possibilité d'éliminer Igaguri, un concurrent moins bien classé que lui s'étant en plus blessé à la cheville. Mais par ambition, il alla chercher l'adversaire le mieux classé. Il s'agissait bien évidemment de Kira avec qui il devint ami. C'est à ce moment-là que je me suis dit « Oh purée, Izagi en réalité c'est un gros chien ». Mais j'ai envie de vous dire c'est ce que nous aimons dans Blue Lock. Kaneshiro Muneyuki nous a cassé le cliché l'amitié des shonen de sport avec uniquement cette scène. L'amitié à la poubelle, le collectif à la poubelle et aussi le fair play à la poubelle. C'est à ce moment-là qu'on a compris que la camaraderie est à exclure du Blue Lock. En un épisode, nous avons compris parfaitement la philosophie du Blue Lock. Vous venez jouer pour votre poire tout en éliminant tous vos autres concurrents. Un joueur semble l'avoir compris bien plus que les autres joueurs, et il s'agit d'Hitoshi Rin, le joueur numéro 1 du Blue Lock, mais aussi le frère cadet du génie Hitoshi Sae, l'espoir du football japonais. お前程度に見える景色が俺に見えないとでも思ったか。もしかして俺はさっきのゴールの匂いは見えたんじゃなく見せられてたのか。あの地点へ動くように。リンの作り上げたフィールドの未来に俺は引きずり込まれてたのか。最悪だ。フィールドを支配してたのは俺じゃなくてあいつだったんだ。バチラ、ナギ、止めてくれ。 Le terrain de foot est un champ de bataille où l'on lutte pour rester le meilleur. Rin a une vision très combative du jeu. Bon en tout point, il est l'archétype du joueur parfait. Un joueur menant son équipe avec une vision d'ensemble et une technique supérieure. Sa conception du football est calculée avec une minutie effroyable. Il possède une perception spatiale tout bonnement exceptionnelle au point de surpasser totalement Izagi lors du 3v3 et de rivaliser avec lui lors du 4v4 alors que notre personnage principal avait évolué de manière fulgurante. Pourtant, il parviendra à encore reprendre le dessus sur Izagi. Ainsi, il est le seul joueur à vaincre Izagi pour la deuxième fois consécutive. S'il y a bien un joueur que Izagi n'est pas parvenu à le surpasser, c'est bien le frère cadet du prodige Sae. La scène dont je veux vous parler est lors du 3v3 entre Rin et Izagi, où ce dernier comprit qu'il fut en réalité manipulé par le joueur numéro 1 du Blue Lock. Oh mamma mia, comme elle est incroyable. Limite j'ai cru que c'était moi qui m'étais fait manipuler depuis le tout début. Quand je pensais que Izagi allait remonter au score, l'auteur m'a mis une petite clim comme le PSG lors du Classico au Vélodrome. Bon, je crois que c'était pas nécessaire. Si je devais réellement choisir l'antagoniste numéro 1 du Blue Lock, du point de vue de notre héros, c'est bien évidemment Hitoshi Rin. Ça peut encore se discuter avec Shoebaru. Nul doute qu'Hitoshi Rin restera jusqu'à la fin du manga comme le rival numéro 1 de notre protagoniste. Hormis qu'il soit un Izagi bis avec des meilleures facultés physiques et techniques, ce personnage a tout comme notre héros un potentiel immense. L'objectif principal de Rin est de devenir le meilleur attaquant du monde et surtout de se venger de son frère pour avoir abandonné son rêve de devenir le meilleur attaquant du monde. Malheureusement, tout le monde ne peut pas devenir le meilleur attaquant du monde. Un ancien joueur de l'équipe Z a dû abandonner son rêve de devenir le meilleur. ごめん、俺の夢はここで終わりみたいだ。叶わない夢もあるんだ。潔、勝てよ。お前は死ぬまで勝ち続けろ。ああ。じゃあな、天才ども。Cette scène de l'anime est vraiment parfaite. Elle a largement sublimé le manga de Kaneshiro Muneyuki. Je vous le dis, en manga, ça ne m'avait fait rien du tout, cependant ce n'est absolument pas le cas de l'anime. Le studio de l'animation a bien pris le temps de nous présenter les enjeux du 2v2 non seulement du point de vue de Yoichi, mais également de Asashi Naruhaya, qui, disons-le, s'est fait injustement éliminer suite à pas de chance. Vous y avez cru ? Eh ben non, malheureusement pour notre Naruhaya tout mignon, il ne fut qu'entouré de monstres de puissance progressant à une vitesse grand V. Et justement, c'est là que l'auteur a frappé fort. Il nous montre ici que le travail acharné ne suffit pas. Idem pour la volonté. Il faut posséder des prédispositions pour ambitionner de devenir le meilleur.
L'impact de l'élimination sur le personnage est bien plus profond que vous ne pourriez l'imaginer. Avant cela, il était arrogant et sûr de lui, croyant qu'il était meilleur que Izagi. C'est ainsi qu'il le défia pour s'assurer de sa qualification. Cependant, sa défaite et son éviction du programme remettent en question sa confiance en lui et l'obligent à réfléchir sur sa propre capacité et sur son attitude envers les autres joueurs. Cela montre comment l'adversité peut changer une personne. Mais l'élément qui m'a marqué le plus, c'est son flashback. On apprend que Naruhaya vient d'un milieu modeste. Il n'a pas eu les mêmes avantages et opportunités que certains de ses concurrents qui ont peut-être bénéficié d'une formation plus avancée depuis leur enfance. Tout nous laisse penser qu'il n'a pas eu de formation adéquate dans sa jeunesse, ni même bénéficié d'un coach qui lui a permis de se perfectionner ses compétences. Le Blue Lock représentait donc son unique et son dernier espoir. Mais là où l'auteur reste pour moi très fort, c'est dans la compassion que ce personnage attire. Pratiquement tout le monde le détestait depuis le moment où il provoqua Izagi. En revanche, on découvrit que Asashi se sentait isolé pendant son enfance en raison de son manque de moyens pour rejoindre des équipes de football. Il fut souvent seul à s'entraîner et à jouer, ce qui renforça le sentiment de solitude. Non seulement il se sentait seul, mais en plus on voit la lutte personnelle de Naruhaya pour s'améliorer dans le football malgré ses circonstances difficiles. Son désir ardent de réussir malgré les obstacles peut être perçu comme une lutte émotionnelle, ajoutant ainsi une touche de tristesse à son histoire. En résumé, le flashback de Naruhaya demeure triste car il raconte l'histoire d'un jeune homme qui lutte contre des obstacles extérieurs et intérieurs pour réaliser son rêve de devenir un grand joueur de football. Ses difficultés et son isolement ainsi que sa prise de conscience de son manque de talent créent une atmosphère de tristesse qui évoque de l'empathie chez les spectateurs. Comme vous l'avez compris, ce flashback met donc en lumière les défis auxquels il a été confronté dans sa jeunesse et comment ces défis ont contribué à façonner son attitude et son approche du football. Il n'a peut-être pas eu la chance de développer ses compétences de la même manière que certains de ses concurrents, ce qui a conduit à son manque de talent perçu. Cependant, le programme Blue Lock offre à tous les participants une opportunité égale de grandir et de s'améliorer, ce qui signifie que Asashi a eu la possibilité de surmonter son manque de talent initial grâce à son travail acharné et à son apprentissage continu. Il a eu sa chance, mais il n'a pas pu la saisir en assimilant la reprise de volée de Izagi, contrairement à ce dernier qui a bien su acquérir la capacité de se placer dans l'angle mort de l'adversaire. Il n'est donc qu'en réalité le tremplin de la quête de notre protagoniste de devenir le numéro 1. En effet, la première technique que Izagi assimile d'un autre joueur est celle de Asashi Naruhaya, prouvant qu'il n'est pas un joueur d'exception avec une rare spécificité. Si son jeu peut être reproduit par autrui, il n'y a plus aucune raison de le garder car une autre personne possédant d'autres atouts serait bien plus utile. L'élément que j'apprécie le plus chez Naruhaya en dehors de son flashback est son conformisme qui tend à accepter les normes sociales et la philosophie du Blue Lock. Ce conformisme l'a conduit à supprimer son individualité et sa créativité. En essayant de répondre aux attentes, Naruhaya ressent de la pression qui l'oblige à performer afin d'éviter de se faire évincer du projet Blue Lock. Il n'a pas le droit à l'erreur vu sa maigre situation financière. C'est ainsi qu'il se met au service du plus fort pour pouvoir survivre, même si cela va à l'encontre de ses convictions personnelles. Je vais même plus loin en ajoutant qu'il masquera ses aspirations derrière l'illusion de servir autrui, comme le montre la dernière action du match où il ne fera pas la passe à Barreau lui garantissant la victoire. On constate que Naruhaya a tout d'un personnage tragique, soumis au destin, à une fatalité, représentation d'une médiocrité, possède un flashback touchant et demeure un personnage banal. À la fin, on ne sait pas ce qu'il devient. Il retourne à sa pitoyable vie. La manière dont il quitte le terrain offre au spectateur une compassion à son égard. Cela introduit pour la deuxième fois le temps du Blue Lock après l'élimination surprenante de Kira à l'épisode 2. Malgré tous les efforts du monde ou malgré toute la sympathie que nous pourrions percevoir vis-à-vis d'un personnage, il n'est pas exclu qu'il soit évincé du projet Blue Lock s'il n'est pas capable de s'y adapter. Car comme l'a dit Darwin, ce ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes qui survivent, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. On arrive maintenant sur du lourd. J'ai eu du mal à le départager avec le premier de ce classement tellement il s'agit d'une scène exceptionnelle. Alors que les espoirs de l'équipe Z sont réduits à néant par le trio Nagi, Reo, Zantetsu, un seul joueur leur a fait face. Ce joueur a permis à lui seul de motiver ses troupes et de renverser le cours du jeu. Comment reconnaît-on un joueur de classe mondiale ? Il se doit de posséder des compétences techniques et physiques. Maîtrise supérieure du ballon, précision dans les passes, vitesse, agilité, dribble, tir et une grande polyvalence technique tout en prenant les bonnes décisions le plus rapidement possible. Il se doit également de briller lors des matchs importants et plus précisément sur des moments critiques d'un match
pouvant avoir un impact décisif sur l'équilibre instauré. Son impact sur le jeu et les résultats qu'il apporte doivent exercer une influence positive sur ses coéquipiers. De par son action, Meguro Bachira a changé son avenir et celui de ses coéquipiers de l'équipe Z. Sans cette action, Izagi aurait abandonné, l'équipe Z serait éliminée de la sélection. On pourrait croire que son action est motivée par un désir impulsif, mais il n'en est rien. Les joueurs de classe mondiale émergent dans une situation in extremis où la tension est à son comble et où la moindre erreur pourrait être fatale. Ils se doivent de renverser la vapeur et acquérir de l'expérience pour mûrir. En effet, si on observe la scène de plus près, l'action se déroule lors d'un match crucial contre l'équipe V où la pression est élevée et chaque mouvement est décisif. Dès qu'il reçoit le ballon, Bachira évalue rapidement la situation. Il reconnaît l'espace disponible et décide d'exploiter son talent de dribbleur pour créer une opportunité. Meguro montre une maîtrise exceptionnelle du ballon, gardant le contrôle même à une haute vitesse et sous pression. Il utilise une variété de dribbles incluant des feintes, des changements de direction soudains et des crochets pour déstabiliser les défenseurs adverses. Sa capacité à maintenir son équilibre tout en changeant rapidement de direction est remarquable. Cela lui permet de se faufiler entre les défenseurs avec fluidité. Bachira anticipe les mouvements des défenseurs, les poussant à commettre des erreurs. Il utilise des mouvements imprévisibles pour créer des espaces là où il ne semblait y en avoir aucun. La confiance en ses propres compétences est palpable. Il prend des risques calculés, démontrant une mentalité de gagnant et une volonté de faire la différence pour son équipe. Une telle action déstabilise psychologiquement l'équipe adverse, affectant leur confiance et leur organisation défensive. Une démonstration de talent individuel aussi impressionnante galvanise ses coéquipiers, les inspirant à élever leur niveau de jeu. Après une telle action, les défenseurs adverses se concentrent davantage sur Bachira, créant ainsi des opportunités pour les autres attaquants de l'équipe. Vous comprenez pourquoi cette scène est aussi incroyable de mon point de vue. En plus, ça pue le flow, mais c'est une dinguerie, Bachira qui dribble les 11 joueurs de l'équipe adverse. Genre, c'est une dinguerie, je sais pas si un autre joueur serait capable de reproduire vraiment cette action de jeu. Et on arrive au sommet de ce classement avec ma scène préférée de toute la saison 1 de Blue Lock. Elle m'a tellement fait frissonner grâce à l'anime qui l'a sublimé à merveille et je ne peux que remercier le studio 8-bit pour m'avoir régalé. Avant que je ne vous donne mon top 1, mettez un joli pouce bleu sous cette vidéo si elle vous a plu et écrivez dans les commentaires votre propre classement. Je lirai absolument tous les retours, donc allez vous faire plaisir dans l'espace commentaire. Alors que l'équipe Z affronte l'équipe Y, le score est de 1 partout. Izagi parvient à comprendre intégralement le jeu de Nico Ikki, ce qui lui permet de faire un sauvetage décisif en fin de rencontre en subtilisant le ballon destiné à Okawa et de contre-attaquer. Izagi et Nico se ressemblent. Les deux possèdent la même analyse du jeu. Cependant, une chose les différencie. Là où Nico s'est reposé sur un autre au moment décisif, notre protagoniste a lui conclu sa propre action montrant sa dignité d'être un buteur. Izagi et Nico partagent une vision de jeu exceptionnelle et une approche collective, mais différents dans leur mentalité et le rôle sur le terrain. Izagi cherche à équilibrer son rôle de créateur de jeu avec celui du buteur, apprenant progressivement à se concentrer sur la finition et à prendre des risques. Tandis que Nico demeure plus centré sur le rôle de meneur de jeu, préférant orchestrer les actions et créer des opportunités pour ses coéquipiers plutôt que de marquer de lui-même. Tôt ou tard, une vidéo sur la relation entre ces deux personnages sortira sur cette chaîne, mais on constate que Nico lors de ce match est étroitement lié au Izagi d'avant le Blue Lock. Tous les deux ont fait un choix d'adresser une passe à leur coéquipier leur coûtant non seulement la défaite, mais montrant également leur indignité d'être un buteur. En revanche, Izagi a outrepassé cette étape.
La scène qui suit le but est mémorable. Izagi se dirige vers l'équipe adverse se tenant au sol, les membres de l'équipe Y sont dévastés, certains pleurant face à leur élimination. Cela souligne la cruauté et l'intensité du programme Blue Lock, où chaque erreur peut être fatale. Izagi qui marche entre les joueurs en larmes représente sa progression et son ascension. Il traverse un chemin d'obstacles émotionnels et physiques illustrant le coût de la victoire. Cette marche symbolise également l'isolement croissant d'Izagi. Chaque succès le sépare un peu plus des autres, accentuant la solitude inhérente à la quête de devenir le meilleur. Puis Izagi arrive devant Nico qui est à la fois impuissant et abattu. Cette confrontation est symbolique des oppositions idéologiques et des rivalités personnelles qui se développent dans le Blue Lock. On voit Nico au sol s'inclinant vers Izagi montrant son infériorité puis levant la tête en pleurs. Le gros plan accentue les émotions de nos deux personnages tandis que la plongée et la contre-plongée respectivement du point de vue de Izagi et de Nico montrent la hiérarchisation entre ces deux-là. Le tout est parsemé par une musique dramatique apportant une véritable tension, mais aussi par le monologue de Izagi reflétant le changement de ce dernier qui prend conscience de ses actes. Izagi comprend avoir détruit l'espoir de ses adversaires et y trouve du plaisir. Mamma mia, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit mais c'est pas possible, Izagi c'est un antagoniste ou quoi? Genre vraiment il pue le flow, le charisme, genre c'est de la malveillance max, on s'en rend pas compte. Donc voir un protagoniste faire ça, mais ça m'a donné des frissons, je mens pas. Pour moi c'est la meilleure scène de toute la saison 1. Tout était présent, que ce soit les frissons, l'évolution du personnage, le cadrage, le monologue, l'OST, tout était vraiment excellent. Donc vraiment je remercie le studio de nous avoir pondu cette masterclass et puis j'espère que la saison 2 sera pareille. C'était les Ruggy, ciao ciao.